Le pouvoir absolu ne se contente pas de corrompre, il devient bizarrement spécifique. On parle du genre de pouvoir qui vous permet d'interdire le mot « intellectuel », de renommer le pain d'après votre mère et de déclarer un jour férié national en l'honneur des melons. Ceci n'est pas un recueil de complots maléfiques, c'est un tour d'horizon de 33 des règles les plus profondément étranges et stupides que de vrais dictateurs ont réellement imposées à des millions de personnes. 1. Le dictateur ougandais Idi Amin était un homme aux très nombreux titres, pour la plupart autodécernés. S'il se proclamait fameusement conquérant de l'Empire britannique, son obsession la plus étrange concernait une petite nation pluvieuse au nord de la Grande-Bretagne. Captivé par l'idée de l'indépendance écossaise, Amin décida tout simplement de leur donner un coup de main en se déclarant leur roi. Oui, vous avez bien entendu. Il ajouta officiellement « roi d'Écosse » à sa longue liste de titres. Ce n'était pas une simple pensée gardée pour lui. Il l'annonça au monde entier, s'attendant probablement à recevoir un appel d'Édimbourg d'un jour à l'autre. On ne peut qu'apprécier l'audace pure d'un général ougandais se nommant lui-même souverain d'un pays sur lequel il n'avait aucun droit, tandis que son peuple ignorait totalement qu'il était à la recherche d'un nouveau monarque. 2. Saparmurat Niyazov, président à vie du Turkménistan, bâtit un culte de la personnalité si vaste qu'on peine à croire qu'il était réel. Mais parmi ces nombreux décrets bizarres, le plus savoureux était sans doute son amour pour les melons. Il ne se contentait pas de les apprécier, il considérait le melon musqué local comme un don divin et le summum des réalisations de sa nation. Alors, naturellement, il déclara le deuxième dimanche d'août jour, férié national, la journée du melon. Il composa des odes aux fruits, louant son goût céleste. Ce n'était pas un simple prétexte pour un pique-nique, c'était un festival massif, sponsorisé par l'État, avec des concerts et des danses, le tout dédié à la célébration d'une cucurbitacée. Tandis que son peuple était privé de liberté fondamentale, il avait au moins droit à une fête annuelle et obligatoire organisée en l'honneur d'un fruit. 3. Imelda Marcos, la première dame des Philippines, tristement célèbre pour son extravagance, était une maîtresse des apparences. Lorsque des événements de premier plan comme une visite papale ou le concours de Miss Univers étaient programmés, elle faisait face à un problème de relations publiques. Les vastes bidonvilles que les invités étrangers verraient inévitablement en chemin depuis l'aéroport. Sa solution relevait du génie pur et cynique. Au lieu, voyez-vous, d'aider les gens, elle ordonna aux habitants démunis de peindre leurs toits rouillés en tôle ondulée dans des couleurs vives et gaies comme le rouge et le vert. La logique voulait que de loin, ou depuis un hélicoptère, l'immense bidonville ressemble à un magnifique jardin fleuri. C'était une métaphore parfaite du régime, dissimuler des problèmes profondément enracinés sous une couche de peinture bon marché, colorée et totalement superficielle. 4. Si vous allez bâtir un culte de la personnalité, pourquoi s'arrêter au statut et au portrait? Saparmurat Niyazov est allé plus loin et a décidé de conquérir le concept même du temps. En 2002, il a décrété que le calendrier grégorien n'était tout simplement pas assez bien et l'a entièrement remanié pour qu'il soit plus lui. Janvier a été rebaptisé Turkmenbashi, son titre officiel signifiant « guide de tous les Turkmènes ». Avril a été rebaptisé Gurban Sultan, du nom de sa mère. Septembre est devenu Ruhnama, d'après son propre livre pseudo-spirituel, déjà lecture obligatoire dans toutes les écoles. Il ne s'est pas arrêté là, allant jusqu'à changer les noms des jours de la semaine. Imaginez devoir remplir un formulaire ou fêter votre anniversaire à une date qui porte littéralement le nom de la mère de votre dictateur. C'était un contrôle total, jusque dans les mots mêmes que vous utilisiez pour décrire votre journée. 5. En plus d'être linguiste et réformateur du calendrier, Niyazov se prenait aussi pour un expert dentaire. Lors d'un discours public, il a exprimé son dégoût pour les dents en or, populaire parmi la jeunesse du Turkménistan. Plutôt que de simplement laisser les gens vivre leur vie, il a interdit purement et simplement les couronnes en or. Mais il ne s'est pas contenté de l'interdiction. Il a également prodigué quelques conseils médicaux gratuits. Le peuple, a-t-il déclaré, devait suivre l'exemple de ses ancêtres et ronger des os d'animaux pour renforcer ses dents et les garder d'une blancheur éclatante.
il a sérieusement suggéré, sans sourciller, que la clé d'une bonne hygiène bucco-dentaire était de se comporter comme un chien. C'était une mesure non seulement intrusive, mais aussi profondément, incroyablement stupide. 6. Rafael Trujillo, le dictateur de la République dominicaine pendant plus de 30 ans, n'était pas un homme connu pour son humilité. Il entretenait un complexe divin si démesuré qu'il voulait le voir institutionnalisé à travers tout le pays. Dans l'un de ses gestes les plus audacieux, il a obligé chaque église sans exception, quelle que soit la confession, à afficher bien en vue un panneau, souvent en lettres de néon lumineuses, portant l'inscription « Dios en el cielo, Trujillo en la tierra », ce qui se traduit par « Dieu au ciel, Trujillo sur terre ». Ce n'était pas une suggestion, c'était un ajout obligatoire à leur lieu saint. Cela le plaçait en copilote de Dieu, le gestionnaire terrestre de toutes les affaires. Forcer un lieu de culte à faire essentiellement la publicité de votre propre importance divine est un niveau de mégalomanie qui est véritablement dans une catégorie à part. 7. Mobutu. Cesse. Sékou du Zaïre fut un pionnier dans l'utilisation de la télévision à des fins de propagande, et sa méthode était tout sauf subtile. Il décréta que le journal télévisé du soir sur la chaîne d'État ne pouvait pas simplement commencer comme ça. Non, il devait débuter par un spectacle divin. Chaque soir, sans exception, les téléspectateurs avaient des droits à une séquence d'ouverture montrant le visage de Mobutu, à l'air sage et bienveillant, descendant lentement d'un ciel rempli de gros nuages blancs duveteux. Cette vision céleste était accompagnée du son d'un chœur angélique chantant ses louanges. Cela transformait le simple fait de regarder les informations, activité banale, en un rituel d'adoration nocturne. Avant de pouvoir connaître la météo, il fallait d'abord assister au spectacle de son dirigeant descendant littéralement des cieux. 8. À la fin des années 1950, Mao Zedong lança la campagne des 4 nuisibles pour éradiquer ce qu'il considérait comme les ennemis de la prospérité chinoise. Les rats, les mouches, les moustiques et, aussi étrange que cela puisse paraître, les moineaux. Le raisonnement de Mao était que les moineaux mangeaient en dessous le grain, lequel appartenait de droit au peuple. S'ensuivit une guerre nationale contre les oiseaux. Des millions de citoyens furent mobilisés pour frapper sans relâche sur des casseroles, des poêles et des tambours, faisant un tel vacarme que les moineaux terrorisés ne pouvaient plus se poser. Ils volaient jusqu'à tomber du ciel, morts d'épuisement. La campagne fut un succès retentissant. La population de moineaux fut quasiment anéantie. Il n'y avait qu'un tout petit problème qu'ils avaient négligé. Les moineaux mangent aussi des insectes. Sans prédateurs naturels, les populations de criquets explosèrent, envahissant le pays en essaim et dévorant les récoltes à une échelle inimaginable. Ce plan génial contribua directement à la grande famine chinoise, une catastrophe qui provoqua la mort de dizaines de millions de personnes. 9. Saddam Hussein était un homme qui comprenait le pouvoir d'une image, et la sienne était définie par cette épaisse et emblématique moustache. C'était sa marque de fabrique. Mais s'il cultivait fièrement sa propre pilosité faciale, il se méfiait profondément de celle des autres. Il émit un décret militaire strict interdisant à tout soldat ou officier de l'armée irakienne de porter la barbe. La justification officielle était que la barbe était associée à la piété religieuse et au mouvement islamique conservateur, qu'il considérait comme une menace directe pour son régime baassiste laïque. Ainsi, dans l'Irak de Saddam, une moustache signifiait « homme fort approuvé par l'État », tandis qu'une barbe signifiait « potentiel extrémiste religieux ». C'était une norme vestimentaire bizarre, imposée par le gouvernement, où votre choix de pilosité faciale pouvait littéralement faire de vous un ennemi potentiel de l'État. 10. Dans la nation isolée et farouchement nationaliste du Myanmar, la junte militaire au pouvoir avait une idée très précise de la beauté. Elle voyait l'afflux de cosmétiques occidentaux, rouge à lèvres, fond de teint, mascara, non pas comme des outils d'expression personnelle, mais comme une forme d'invasion culturelle. Pour lutter contre cela, elle interdisait périodiquement l'importation de maquillage étranger, en promouvant agressivement une seule alternative approuvée par l'État, le Tanaka. Il s'agit d'une pâte traditionnelle, d'un blanc jaunâtre, fabriqué à partir d'écorces broyées, utilisée par les femmes birmanes depuis des siècles.
Pour le régime, c'était la seule manière correcte pour une femme de prendre soin de sa peau. C'était une politique qui transformait le simple geste de se maquiller en une déclaration politique opposant la pureté traditionnelle à la prétendue corruption étrangère. 11. Sapar Murat Niyazov fait sa troisième apparition dans notre liste, cette fois pour sa guerre contre le meilleur ami de l'homme. En 2004, le dictateur turkmène se serait promené dans sa capitale étincelante aux façades de marbre, Ashgabat, et aurait été mécontent de ce qu'il voyait et, plus important encore, de ce qu'il sentait. Il déclara que les chiens errants de la ville avaient une odeur désagréable et étaient disgracieux. Sa solution fut aussi simple que brutale. Il ordonna que tous les chiens soient rassemblés et exilés hors de la capitale. Comme ça, du jour au lendemain, une espèce entière fut déclarée persona non grata dans les limites de la ville simplement parce que le président n'aimait pas leur odeur. Il ne fut question ni de refuge, ni de programme d'adoption. Ils avaient tout simplement disparu. C'est un rappel glaçant qu'en dictature, même l'existence des animaux dépend des caprices d'un seul homme. 12. Dans les années 1970, Mobutu Sese Seko, au Zaïre, lança une campagne nationale radicale appelée « Authenticité ». L'objectif était de purger le pays de toutes les influences coloniales persistantes, et il commença par les noms des gens. Il décréta que tous les citoyens devaient abandonner leurs prénoms chrétiens ou européens et adopter des noms authentiquement africains. Mobutu lui-même montra l'exemple en changeant son nom de Joseph Désiré Mobutu en Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa za Banga. Mais il ne s'arrêta pas là. Il interdit également la cravate, un incontournable de la tenue d'affaires occidentale, la qualifiant avec mépris de « nœud coulant des colonisateurs ». L'ironie, bien entendu, c'est que tout en imposant à son peuple cette vision austère de la pureté africaine, il s'affairait à détourner des milliards et à mener une vie d'un luxe inimaginable à l'européenne. 13. Bien que Lee Kuan Yew soit souvent crédité d'avoir transformé Singapour en une métropole du premier monde, ses méthodes étaient notoirement autoritaires. Et rien n'illustre mieux son obsession de l'ordre et de la propreté que sa légendaire guerre contre le chewing-gum. En 1992, après des années de plaintes concernant des vandales qui utilisaient du chewing-gum pour bloquer les capteurs des portes du métro, il instaura une interdiction totale et absolue. On ne pouvait ni en acheter, ni en vendre, et encore moins en importer. Pendant des années, Singapour fut une dystopie sans chewing-gum. Bien que la règle ait été légèrement assouplie par la suite pour les gommes dentaires thérapeutiques, le message était clair. Dans le Singapour de Lee Kuan Yew, l'ordre social et des trottoirs impeccables comptaient infiniment plus que votre droit de vous rafraîchir la laine. C'était l'exemple ultime de l'usage d'une masse pour casser une noix très collante. 14. Lorsque les Khmers rouges prirent le pouvoir au Cambodge en 1975, leur objectif était de remettre la société à l'an zéro. Cela signifiait effacer l'histoire, la culture, la famille et même l'individualité. Cette philosophie terrifiante s'étendait aux moindres détails de la vie, y compris à la manière dont elle était enregistrée. Le régime interdit de fait la photographie en couleur. Tous les portraits officiels, en particulier les photos d'identité glaçantes des millions de personnes destinées au champ de la mort, devaient être pris dans un noir et blanc austère. Pour les Khmers rouges, la couleur représentait une richesse et une diversité qui n'avaient pas leur place dans leur nouvelle société agraire brutalement ascétique. L'interdire dans les photographies était une façon de littéralement vider le monde de sa vie et de sa vitalité, créant un témoignage visuel aussi morne et incolore que leur idéologie. 15. Benito Mussolini était obsédé par l'idée de la gloire romaine et de la pureté italienne, et cela s'étendait à la langue elle-même. Il lança une campagne fanatique pour purger la langue italienne de tous les mots étrangers, qu'il estimait polluer son noble caractère. Ce nettoyage linguistique donna lieu à des changements véritablement absurdes. Des mots courants comme « cocktail » furent ainsi remplacés par la maladroite invention italienne « polybibita ». Mais le front le plus ridicule de cette guerre fut celui de la culture. Les dessins animés américains étaient perçus comme une menace, si bien que Mickey Mouse,
fut officiellement rebaptisé Topolino et Donald Duck devint Paperino. Même Goofy fut renommé Pipo. C'était une illustration parfaite des priorités fascistes. Alors que le monde se dirigeait vers une guerre mondiale, ils durent s'affairer à s'assurer que des souris de dessins animés portèrent des noms patriotiques à consonance italienne. 16. De tous les dictateurs figurant sur cette liste, Francisco Macias Nguema, de Guinée équatoriale, était peut-être le plus purement dément. Son règne de terreur dans les années 1970 fut marqué par la paranoïa et une brutalité inimaginable. Il développa une haine profonde et pathologique envers les personnes instruites, les considérant comme une menace pour son pouvoir absolu. Il ne se contentait pas de les persécuter. Il déclara une guerre littérale au savoir lui-même. Dans une mesure qui semble tout droit sortie d'un roman dystopique, il interdit officiellement l'usage du mot « intellectuel » dans le pays. Ce n'était pas une simple règle excentrique, c'était une condamnation à mort. À la suite de cette interdiction, il lança une campagne de meurtre de masse, exécutant systématiquement des milliers de citoyens ayant une quelconque forme d'éducation supérieure, jusqu'à ce que le pays soit presque entièrement illettré, ne laissant que lui comme grand penseur. 17. Pour la plupart des nations insulaires, la mer représente la liberté, le commerce et les opportunités. Mais pour le régime castriste à Cuba, elle représente avant tout une chose, une voie d'évasion. Afin d'empêcher les citoyens de fuir le paradis communiste, le gouvernement maintient depuis des décennies une emprise de fer sur l'accès maritime. Posséder un bateau privé capable d'effectuer la traversée vers un autre pays est pratiquement impossible pour un Cubain ordinaire. L'État contrôle la quasi-totalité des embarcations et toute navigation non autorisée est traitée comme un crime grave. Cela a transformé les magnifiques eaux caribéennes entourant Cuba en une sorte de mur de prison liquide. C'est une réalité surréaliste, où les gens vivent sur une île mais se voient interdire de véritablement accéder à l'océan ouvert. Un rappel constant que leurs déplacements sont contrôlés, même par les eaux. 18. Lorsque Pol Pot et les Khmers rouges prirent le pouvoir au Cambodge en 1975, ils ne voulaient non pas simplement réformer le pays. Ils voulaient l'effacer et tout recommencer à zéro. Pol Pot proclama le début de l'année zéro, un concept si radical qu'il est difficile à appréhender. En un instant, toute l'histoire du Cambodge fut déclarée sans importance. Le régime abolit la monnaie, contraignant l'ensemble de la population à travailler comme ouvriers agricoles non rémunérés. Ils interdirent toute religion, dynamitant les temples et exécutant les moines. La propriété privée cessa d'exister, et les familles furent séparées de force, les enfants étant éduqués dans l'idée que l'État était leur seul véritable parent. Ce fut une tentative d'anéantir totalement la culture et la mémoire humaine, transformant une nation de millions d'habitants en une page vierge sur laquelle Pol Pot pouvait bâtir son effroyable utopie agraire. 19. Le dictateur roumain Nicolae Ceausescu était obsédé par l'augmentation de la population de son pays, convaincu qu'une main-d'œuvre plus nombreuse alimenterait ses ambitions industrielles grandioses. Pour y parvenir, il mit en place une série de mesures brutalement répressives dans le cadre du décret 770, qui interdisait la contraception et l'avortement. Mais il ne s'arrêta pas là. Il instaura un impôt sur le célibat, spécifique et punitif. Tout homme ou toute femme, marié ou célibataire, qui restait sans enfant après l'âge de 25 ans, était contraint de payer un impôt spécial, pouvant atteindre jusqu'à 10% de ses revenus. C'était une amende mensuelle pour avoir manqué à son devoir de reproduction envers l'État. Les femmes étaient soumises à des examens gynécologiques réguliers et humiliants sur leur lieu de travail afin de surveiller les grossesses et d'empêcher toute tentative d'avortement. C'était un système terrifiant qui transformait la décision la plus intime de la vie d'une personne en un devoir imposé par l'État et soumis à l'impôt. 20. Sapar Murat Niyazov, le dirigeant du Turkménistan dont nous avons déjà établi qu'il avait des idées assez singulières en matière de politique publique, décida que le système de santé du pays était efficace. Sa solution était, en un mot, insensée. En 2005, il ordonna la fermeture de tous les hôpitaux situés en dehors de la capitale, Ashgabat, tous, sans exception. Son raisonnement était que si les gens étaient véritablement malades, ils pouvaient tout simplement faire le trajet jusqu'à la capitale,
où se trouvaient les meilleurs établissements. Ce seul décret priva des centaines de milliers de personnes dans les zones rurales, dont beaucoup étaient âgés et pauvres, de tout accès aux soins médicaux de base. C'était un acte d'une arrogance si stupéfiante et d'un tel mépris pour la vie humaine qu'il est difficile à concevoir, traitant la santé de toute une nation comme un désagrément logistique pouvant être résolu par la centralisation. 21. Le culte de la personnalité entourant Niyazov était si omniprésent qu'il commença à s'infiltrer dans le tissu même de la langue turkmène. Nous avons déjà vu qu'il avait renommé des mois d'après lui-même Essar, mais il alla encore plus loin avec quelque chose de bien plus fondamental. En 2006, le gouvernement turkmène, sur ses instructions, décida de changer le mot désignant le pain. L'aliment de base de la nation, connu sous le nom de surek, fut officiellement rebaptisé Gurban Sultan, en l'honneur de sa défunte mère, Gurban Sultan Ege. Pensez-y un instant. Chaque fois que quelqu'un se rendait au marché pour acheter une miche de pain, il devait demander un Gurban Sultan. C'était un niveau de contrôle orwellien qui obligeait les citoyens à prononcer le nom de sa mère pour le besoin le plus élémentaire de la vie, garantissant que personne ne puisse jamais oublier qui détenait le pouvoir, même en mangeant. 22. François Duvalier, le dictateur brutal d'Haïti connu sous le nom de Papa Doc, était un homme imprégné de superstitions vaudou et de paranoïa. Son règne fut un mélange bizarre de terreur politique et de croyances occultes. L'une des histoires les plus tristement célèbres à son sujet, bien que peut-être apocryphe, concerne sa supposée guerre contre les chiens noirs. Selon la légende, Papa Doc croyait qu'un de ses rivaux politiques s'était transformé en chien noir pour échapper à la capture. Ne voulant prendre aucun risque, il aurait ordonné à sa redoutable police secrète, les Tontons Macoutes, de rassembler et de tuer chaque chien noir dans tout le pays. Bien que les preuves concrètes soient rares, cette histoire illustre parfaitement l'essence de son règne. Un régime si consumé par la paranoïa et la pensée magique que même les animaux domestiques de la nation n'étaient pas à l'abri de ses caprices violents. 23. Le dictateur paraguayen Alfredo Stroessner régna pendant 35 ans, créant un régime bâti sur un socle de corruption systémique cautionné par l'État. Mais contrairement à d'autres qui tentaient même de dissimuler leurs malversations, Stroessner les assuma ouvertement et les transforma en système. Il autorisa ouvertement ses officiers militaires et ses fonctionnaires gouvernementaux à se livrer à la contrebande, à la corruption et au détournement de fonds. Il n'y avait qu'une seule règle, toute simple. Il devait lui reverser une part. Cet impôt sur la corruption, officieux, fit de lui personnellement l'un des hommes les plus riches du monde. C'était un système brillant et diabolique. En faisant de chaque détenteur du pouvoir un criminel, il s'assurait leur loyauté absolue, car leur propre liberté et leur fortune dépendaient entièrement du maintien de son règne. Il ne se contentait pas de tolérer la corruption, il l'institutionnalisa comme le pilier central de son pouvoir. 24. Francisco Solano López, le dictateur du Paraguay au XIXe siècle, était un homme qui exigeait le respect, et il était prêt à tuer pour l'obtenir. Il était obsédé par le faste et le cérémonial des monarchies européennes et cherchait à les reproduire dans son propre pays. Il promulgua un décret exigeant que chaque citoyen, sans exception, lui témoigne la plus grande déférence. Chaque fois que son carrosse passait, tous les hommes étaient tenus de retirer leur chapeau et de s'incliner profondément. Les femmes devaient faire la révérence. Ce n'était pas qu'une question d'étiquette, c'était une question de vie ou de mort. Ces gardes avaient pour instruction de surveiller la foule et quiconque manquait d'accomplir le salut avec suffisamment d'enthousiasme pouvait être battu, arrêté, voire exécuté sur le champ. C'était une loi qui transformait chaque apparition publique en une terrifiante démonstration de loyauté. 25. Pour les régimes autoritaires, contrôler le flux d'informations est tout aussi important que contrôler l'armée. Dans des pays comme Cuba et la Corée du Nord, les gouvernements ont compris depuis longtemps qu'une antenne parabolique est bien plus qu'un simple équipement. C'est une fenêtre ouverte sur un autre monde. C'est pourquoi la possession privée d'une antenne satellite constitue un crime grave dans ces pays. En posséder une permet aux citoyens de contourner la télévision contrôlée par l'État et d'accéder aux informations internationales, au divertissement
et aux idées qui contredisent directement le discours officiel du gouvernement. La découverte d'une antenne cachée peut mener à l'emprisonnement et à des accusations d'espionnage au profit de l'étranger. C'est une loi qui met en lumière la paranoïa fondamentale de ces régimes. Ils sont tellement terrifiés à l'idée que leur propre peuple entende une version différente qu'ils sont prêts à interdire un simple dispositif technologique. 26. Le règne d'Enver Hoxha sur l'Albanie fut l'un des plus isolationnistes et des plus répressifs de l'histoire moderne. Il cherchait à créer le premier État véritablement athée au monde. Et il poursuivit cet objectif avec un fanatisme impitoyable. En 1967, il interdit officiellement toute religion. Les églises et les mosquées furent démolies, reconverties en entrepôts ou en salles de sport, ou simplement laissées à l'abandon. Les prêtres et les imams furent exécutés ou envoyés dans de terribles camps de travail. Mais l'interdiction s'étendait jusque dans chaque foyer. Célébrer la moindre fête religieuse, que ce soit Noël, Pâques ou le Ramadan, était strictement interdit et considéré comme un acte de subversion contre l'État. Si l'on vous surprenait avec un sapin de Noël ou en train de jeûner pour le Ramadan, vous risquiez une longue peine de prison. C'était une guerre totale et absolue contre la foi, une tentative d'effacer des milliers d'années de culture et de croyances de la conscience nationale. 27. Alors qu'une grande partie du monde considère Halloween comme une soirée inoffensive de déguisements et de bonbons, pour le gouvernement cubain, c'est quelque chose de bien plus sinistre. Pendant des décennies, l'État a officiellement découragé et parfois activement réprimé la célébration d'Halloween, la considérant comme un exemple flagrant de impérialisme culturel et de diversionnisme idéologique en provenance des États-Unis. Les médias d'État présentent souvent cette fête comme une tradition étrangère et décadente qui n'a pas sa place dans une société socialiste. Si de petites célébrations privées peuvent avoir lieu, tout grand rassemblement public serait perçu comme un acte politique provocateur. Dans un pays où le gouvernement dicte une si grande partie de la vie quotidienne, même le simple fait qu'un enfant se déguise en fantôme peut être interprété comme une trahison des principes révolutionnaires. 28. En Corée du Nord, la surveillance n'est pas seulement une activité de l'État, c'est un devoir imposé aux citoyens eux-mêmes. L'ensemble de la population est organisé selon un système appelé Inminban, ou si groupe du peuple. Chaque Inminban est composé d'environ 20 à 40 familles vivant dans le même immeuble ou le même village. Le groupe est dirigé par un chef désigné par l'État chargé de surveiller chacun de ses membres. Il suit les allées et venues des visiteurs, signale les activités suspectes et organise des réunions régulières consacrées à des séances d'autocritique. Ce système transforme de fait les voisins en espions au service du régime. Tout le monde surveille tout le monde, en permanence. C'est un outil de contrôle social d'une efficacité brutale, qui entretient une atmosphère de paranoïa constante et garantit que le moindre signe de dissidence est immédiatement signalé aux autorités. 29. Dans de nombreux pays du bloc de l'Est pendant la guerre froide, l'obsession de l'État pour le contrôle de l'information s'étendait à un domaine aussi apparemment anodin que la météo. Seul le service météorologique officiel de l'État était autorisé à élaborer et à publier des prévisions météorologiques. Il était strictement interdit aux particuliers ou aux groupes indépendants de formuler leurs propres prédictions. Cette logique était ancrée dans une paranoïa pure et simple. Une prévision non approuvée annonçant une mauvaise récolte ou des intempéries sévères pouvait être perçue comme une tentative de saper la confiance du public dans la compétence de l'État, ou pire encore, de semer intentionnellement la panique et le trouble au sein de la population. Ainsi, dans ces régimes, même prédire la pluie était un acte politique qui pouvait vous attirer de sérieux ennuis si vous n'étiez pas sur la liste de paix du gouvernement. 30. Le dictateur grec Théodoros Pangalos, qui s'empara brièvement du pouvoir au milieu des années 1920, était un homme aux opinions très tranchées sur la morale publique, en particulier en ce qui concernait la mode féminine. Il était scandalisé par les ourlets plus courts devenus populaires durant les années folles. Afin d'imposer ses propres normes puritaines, il promulgua un décret rendant illégal pour les femmes le port de jupes s'arrêtant à plus de 30 cm, environ 12 pouces, du sol. La police était littéralement chargée d'arrêter les femmes dans la rue, maître ruban à la main, pour vérifier que leur tenue était conforme à la loi.
les contrevenantes pouvaient être condamnées à une amende ou arrêtées. C'était une loi aussi grotesque qu'intrusive, qui transformait les policiers en critiques de mode et le corps des femmes en affaire d'État. 31. Sous la longue dictature profondément conservatrice de Francisco Franco en Espagne, la société était régie par un code patriarcal strict enraciné dans les valeurs catholiques traditionnalistes. Les libertés des femmes étaient sévèrement restreintes, et leur rôle était perçu comme se limitant exclusivement au foyer. Cette idéologie se reflétait dans une règle sociale non écrite, mais puissamment appliquée, équivalent à un couvre-feu pour les femmes. Il était considéré comme hautement inconvenant et suspect qu'une femme se trouve en public après la tombée de la nuit sans être accompagnée d'un parent masculin, généralement son mari, son père ou son frère. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une loi formelle dans la plupart des cas, cette attente sociale était si forte que la police pouvait et allait interpeller et interroger les femmes seules, faisant de fait de leur déplacement indépendant la nuit un acte risqué et potentiellement honteux. 32. L'obsession du régime franquiste pour le contrôle du corps des femmes s'affichait pleinement sur les plages du pays. Alors que le bikini commençait à gagner en popularité à travers l'Europe dans les années 1950 et 1960, le gouvernement espagnol y voyait un symbole de décadence étrangère et de dégradation morale. Le port du bikini sur les plages publiques était strictement interdit. Des patrouilles de police spéciales, parfois appelées la police des mœurs, étaient chargées de faire respecter les normes de décence. Elles arpentèrent le sable à l'affût de maillots de bain trop révélateurs, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Un maillot 2 pièces était hors de question, et même les maillots 1 pièce pouvaient être jugés trop posés. Cela transformait une journée de détente à la plage en un événement potentiellement stressant, où votre choix de maillot de bain pouvait entraîner une amende ou une humiliation publique. 33. Les dictateurs adorent les élections, non pas parce qu'ils croient en la démocratie, mais parce qu'ils adorent l'illusion qu'elles procurent. Dans de nombreux régimes autoritaires, comme l'Irak sous Saddam Hussein, le vote n'était pas seulement un droit, c'était une obligation. Ne pas se présenter aux urnes pouvait entraîner de graves conséquences, y compris être signalé comme citoyen déloyal. Mais l'absurdité ne s'arrêtait pas là. Lorsque les électeurs entraient dans l'isoloir, on leur présentait souvent un bulletin qui ne comportait qu'un seul nom. Votre choix consistait à voter « oui » ou à risquer les conséquences d'un vote « non » ou d'un bulletin nul, un acte considéré comme une trahison. Cette mascarade produisait invariablement des résultats invraisemblables, des dirigeants comme Saddam remportant leur réélection avec 99,9%, voire un parfait 100% des voix. C'était une forme terrifiante de théâtre politique, forçant une nation entière à participer à un mensonge et à choisir son propre oppresseur. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'absurdité historique, car le gouffre de la folie des dictateurs est sans fond. Nous savons pertinemment que nous en avons manqué certaines véritablement insensées. Alors, voici le défi. Quelle est cette règle déconcertante et incroyable de l'histoire que nous avons complètement omis de mentionner ici? Rendez-vous dans les commentaires pour instruire le reste d'entre nous. Et si ce voyage dans l'étrangeté valait votre temps, prouvez-le avec un like et abonnez-vous pour en découvrir davantage.